Voilà. Bien, bonjour à toutes et à tous. On est content de vous retrouver un petit peu différemment de ce qu'on a prévu. On aurait préféré se faire cette réunion mardi de l'AFTES en présentiel, comme on faisait jusqu'à présent, presque toujours d'ailleurs, même si on a échappé pendant le confinement. Voilà, donc on est obligé de faire ça comme ça aujourd'hui. On vous l'a expliqué par un message. Voilà, nos intervenants donc sont éloignés et ils ont des programmes aussi assez chargés en ce moment. Voilà, donc Anne-Laure Chelius qui nous parle, je pense, de Londres. Je pense que c'est à Londres qu'elle est en ce moment, donc elle n'a pas pu se déplacer. Voilà, bon, c'est vrai que quand on n'intervient que pendant une petite demi-heure, faire un déplacement d'assez loin, ça complique la tâche. Voilà, en tout cas, on est très content de l'avoir avec nous quand même d'une autre façon. Et puis, on a aussi nos Toulousains, voilà, pour présenter le métro de Toulouse. Alors, on fait ça depuis la délégation de Paris, mais en fait, quand on fait ça par webinaire, on pourrait faire ça de n'importe quel endroit, comme vous le savez. Voilà, donc j'ai souhaité le faire à nouveau, la présentation de cette troisième ligne de métro de Toulouse, parce que bon, les appels d'offres vont être lancés prochainement, mais on va nous l'expliquer. Et on est très content aussi de pouvoir présenter une nouvelle fois cette ligne, même si on l'a fait pendant le congrès de notre association qui s'est tenu au mois de septembre, comme vous le savez. Donc, et d'ailleurs, ça a été très, très bien suivi. Et on avait aussi des e-posters, et c'était d'ailleurs le métro de Toulouse qui a fait le plus de succès, parce que ça a été très, très chargé. Excusez-moi, j'ai quelques soucis de voix et surtout de gorge. Voilà, donc on a donc 3 présentations ce soir, le Royaume-Uni, le Toulouse, et puis on fera ensuite une présentation sur les fondations intelligentes. Voilà, donc on va juste vous passer une petite diapo supplémentaire. Je ne sais pas si on peut vous la passer maintenant, si Sakina m'entend, parce que je n'ai pas la main. Oui, Philippe, il y a le programme en ligne là, en écran. Ah, je peux le faire, donc je peux suivre. C'est juste la diapo d'après. Ah, Oui, voilà, c'est juste pour vous dire qu'on va évoluer un petit peu, vous dire ce qui va se passer donc à l'AFTES 2021-2022 avec nos délégations, en vous rappelant simplement que le 9 décembre, il y a une assemblée générale de l'association qui va se tenir à Paris, rue de Berry aussi, donc, mais ce sera aux 3 rue de Berry. Et puis, donc, l'assemblée générale de ça, tous les ans, hein, naturellement. Et puis après, on aura les mardis de l'AFTES, comme vous pouvez le voir, qui vont se succéder. Et là, on innove un petit peu l'année prochaine. On fera une fois à Paris, une fois à Lyon. Ça facilitera aussi bon, les échanges et les déplacements. Que les Lyonnais, bon, ils venaient nous voir à Paris, mais c'était compliqué aussi pour eux, avec ce que je viens de dire, un petit peu en aparté pour ceux qui étaient avec nous, en disant que c'est plus simple bon, de faire un coup à Paris, un coup à Lyon, avec des sujets qu'on essaiera d'un petit peu de les répartir, voilà, des sujets locaux qui soient plus évoqués à Lyon et à Paris, bien sûr, pour éviter ce type de déplacement. En avant-première aussi, 26 et 27 octobre, donc des journées techniques qui vont se tenir à Chambéry, directement organisé par le comité matériel de notre association et qui aura directement trait bien sûr aux innovations techniques du matériel et en même temps présenter d'une façon beaucoup plus précise le projet du Lyon-Turin ferroviaire. Donc d'une part avec le tunnel, avec le tunnel TELT, donc tunnel européen Lyon-TELT, Lyon-Turin, et puis en même temps les raccordements au départ de Lyon, le projet de raccordement au départ de Lyon, donc la partie aérienne et souterraine, parce qu'il y aura encore des souterrains qui viennent se raccorder sur l'affranchissement des Alpes d'un côté comme de l'autre. Voilà, donc ce sera une organisation avec les gens de TELT et de la SNCF Réseau. Voilà, donc je vous donne simplement des rendez-vous. On a dû déjà prendre position avec, pour avoir les salles de conférence en espérant que tout ça, on pourra le refaire d'une façon plus présentielle si on peut le faire. Voilà, je vais passer rapidement la parole à Anne-Laure Chelius pour ne pas te retarder, qui va nous parler de ce qui se passe dans les souterrains du Royaume-Uni et peut-être nous parler un petit peu de ce qui va se passer sur la ligne à grande vitesse. Voilà, j'ai lu récemment comme quoi il y avait une évolution récente. Les lignes à grande vitesse, c'est entre Londres et Manchester. Je crois que pour Birmingham, c'est déjà bien avancé. Puis je crois qu'il y a un abandon. On va nous en parler certainement. Oui, c'est ça, je vais vous en parler. Extension vers Leeds qui serait donc, semble-t-il, abandonnée. Alors, je vous passe la parole. Oui. Attendez, je partage mon écran.
Vous voyez bien? Non, je pense Oui. que oui. Oui. Bonjour à tous, je vous remercie de votre présence. Donc, je suis Anne-Laure Chilius, je suis chargée de développement export pour les secteurs mobilité, transport et infrastructure au bureau Business France de Londres. Donc, Business France, pour vous rappeler rapidement, pour vous présenter rapidement si vous ne connaissez pas, c'est l'institution publique, ni publique ni privée, qui aide les entreprises françaises à exporter notamment. Donc, il y a un réseau de bureaux dans le monde entier et un réseau de conseillers internationaux en région qui peuvent faire le lien justement entre les entreprises françaises et les bureaux à l'export. Donc, si vous avez des questions là-dessus, on peut en parler un peu plus tard aussi. Donc, aujourd'hui, sur les projets de construction souterraine au Royaume-Uni, je vais vous donner quelques chiffres sur le pays en premier lieu, ensuite évoquer justement les grands projets de construction. Je vous présente rapidement ensuite quelques grands acteurs britanniques et quelques effets du Brexit. Donc le Royaume-Uni, c'est un pays qui est assez similaire en population, en croissance et en PIB à la France. C'est un pays qui est géographiquement très proche, ce qui explique que les exportations respectivement françaises et britanniques ainsi que les importations soient assez fortes de part et d'autre. Vous voyez sur la présentation, le Royaume-Uni et la France comptent parmi les premiers clients et fournisseurs l'un de l'autre. Donc, en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures, c'est un combat que le gouvernement mène depuis quelques années. Il y a eu un sous-investissement dans les infrastructures, notamment routières et ferroviaires, pendant un certain nombre d'années qu'il faut rattraper maintenant. Donc, toute infrastructure confondue, le budget 2020 du Royaume-Uni a annoncé sur la période 2020-2025 plus de 750 milliards d'euros d'investissement. Donc, ça concerne aussi bien le rail que la route, que les réseaux d'eau et d'électricité. Il y a aussi d'importants fonds publics alloués à des projets d'infrastructure. Donc, on en a parlé un petit peu avant avec M. Millard, notamment HS2, la ligne à grande vitesse ferroviaire. Les plus grands donneurs d'ordre sont Highway England, qui gère tout le réseau routier, Network Rail, qui est le gestionnaire et le propriétaire des infrastructures ferroviaires. Et pour ce qui concerne les transports de Londres, c'est Transport for London. Donc, je vous présente ici quelques chiffres de cycles d'investissement. Ce sont des cycles par environ 5-6 ans. Donc, que ce soit pour Network Rail, pour Highways England, sachant qu'il y a des investissements cycliques également dans le secteur de l'eau. Et donc, ce qu'on peut dire de tout ça, c'est que à partir le Covid n'a pas arrangé la chose, mais on est arrivé à la fin, à partir de 2019 et 2020, de pas mal de cycles d'investissement public, ce qui fait qu'avec le Covid, des gros investissements et des gros projets ont été un peu décalés. Donc, le premier projet d'envergure dont on peut parler, c'est High Speed 2, qui est un projet donc, de ligne à grande vitesse entre Londres et Manchester d'une part. Le projet était supposé amener la ligne jusqu'à Leeds également, sauf que cette partie a été supprimée du projet la semaine dernière, au grand regret de toute cette partie, à la fois les autorités locales et les entreprises du Nord-Est. C'est un projet qui est vraiment pharaonique, avec un budget de plus de 120 milliards d'euros, qui compte beaucoup de tunnels, environ 70 km au moins sur la première partie, donc la partie que vous voyez ici entre London et Birmingham. Si c'est aussi cher, c'est notamment parce qu'il y a beaucoup de projets de tunnels, notamment à la sortie de Londres et de Birmingham, à la fois pour éviter les passages qui sont très denses, et également pour passer sous une chaîne de collines assez importante à la sortie de Londres, et pour éviter de dégrader certains environnements et paysages iconiques. Donc, c'est un projet qui a été sécurisé par le gouvernement en 2021, en plein cœur de la crise du Covid.
c'était un signal fort de la part du gouvernement pour dire que justement ces gros projets d'infrastructure allaient avoir lieu. Et les travaux ont commencé d'ailleurs à partir de cette année. Et donc là, je vous ai mis aussi un chiffre de 30 milliards d'euros. C'est la somme des appels d'offres, des contrats qui devraient encore être attribués pour la première partie pour la construction d'infrastructures. Donc, parmi les grands appels d'offres qui sont passés, donc pour le design, l'ingénierie civile, les systèmes, les gares, etc., celui qui va nous intéresser ici, c'est celui de l'ingénierie civile. Ce qu'il faut retenir de cette slide, c'est que tous les appels d'offres indirects qui concernent HS2 sont répertoriés sur la plateforme Compete4. Donc, si vous voulez garder un œil sur ce qui se fait, je vous conseille de vous faire un compte et de regarder ce qui s'y passe. Il y a d'autres sites sur lesquels vous pouvez avoir des informations qui sont ici à gauche. Attendez. Voilà. Donc, les premiers projets de tunnel dont on va parler sont ceux qui sont à la sortie de Londres, donc notamment le Northolt Tunnel, qui fait 13,5 km de long. Il va de Hollow Common, qui est une gare qui est en construction en ce moment, une toute nouvelle gare, et il ira jusqu'à l'extrême ouest de West Ruislip. C'est la joint venture entre Skanska, Costain et Strabag qui a remporté les travaux d'ingénierie civile sur cette partie. Et donc, les 2 premiers tunneliers ont été commandés auprès de Ehrenknecht, qui est d'ailleurs le fournisseur principal de tous les tunneliers qui sont impliqués sur ce projet pour l'instant. Donc, pour la partie ouest est relativement avancée en termes de fournisseurs, mais la partie est reste encore des fournisseurs à trouver sur cette partie. Il y a aussi à la sortie de Londres directement le tunnel de Euston, de 7 km 2, qui est aussi construit par les mêmes prestataires. Les appels d'offres sont encore à venir. Et sachez que les travaux, en tout cas, qui concernent la gare, ont eux déjà commencé. Alors, le plus grand tunnel, celui sous les collines dont je vous parlais juste avant, les Chiltern Hills, qui sont juste à la sortie de Londres, vont donner lieu au plus gros, au plus long et au plus profond tunnel du projet. Donc 16 km de long jusqu'à 90 mètres de profondeur. C'est une joint venture entre Bouygues, Travaux Publics, Volker Fitzpatrick et Sir Robert McAlpine qui a gagné cet appel d'offres. Juste après ce tunnel, il y a un tunnel plus modeste en tranchée ouverte qui est plus petit aussi, qui va être construit. Les tunnels en tranchée ouverte vont être construits par la joint venture IKFB, qui rassemble Eiffage, Kier, Ferrovial et BAM. Donc, c'est eux qui s'occupent de la plupart de ce type de tunnel sur la partie 1 du projet HS2. Donc, d'autres tunnels, toujours de la même, avec les mêmes types d'acteurs. Ici, c'est Balfour Beatty et Vinci Construction qui ont remporté l'appel d'offres. Le début de l'excavation est prévu pour la fin 2021 et le tunnelier a été reçu. Il y a aussi 2 tunnels en tranchée ouverte qui vont être un peu en avance sur la route. Vous voyez sur les petites cartes à droite, je vous mets à chaque fois la progression en fait vers l'ouest et vers le nord de la ligne. Donc c'est encore EKFB qui s'occupe de ce projet. Plus au nord encore, donc là autour de Birmingham, on arrive à la fin de la première phase, le tunnel de Bromford.
qui sera aussi construit par Balfour Beatty et Vinci Construction. Les travaux de préparation sont en cours, ce qui veut dire qu'il y a encore des appels d'offres sur lesquels se positionner. Et un petit peu avant, le tunnel de Burton. Donc, je reviens un petit peu sur la slide d'avant. Oui, donc comme on l'a vu, la branche Est de HS2 a été retirée du projet. Ce qui est prévu pour remplacer ce projet d'infrastructure qui aurait eu aussi certains projets de construction souterraine, c'est simplement une montée en gamme des lignes qui existent déjà. Donc, ce qui permet en fait d'avoir des trains qui roulent beaucoup plus tôt que si il avait fallu construire une voie à grande vitesse depuis à partir de rien. Donc, il y a des grandes promesses. En fait, le gouvernement britannique fait des grandes promesses en termes d'investissement dans les infrastructures. Donc, cette branche Est en fait partie. On peut aussi citer un projet de tunnel entre l'Irlande du Nord et l'Écosse, sous la mer d'Irlande, qui a été évoqué par Boris Johnson un peu plus tôt dans son mandat et qui a finalement été abandonné aussi. Le procurement pour tous les travaux d'ingénierie civile de la phase 2, donc plus haut, à partir de Birmingham jusqu'à Crewe, à l'est, sont en cours. Le début des travaux est prévu en 2024. Pour l'instant, les responsables sont en phase d'études des propositions pour les travaux préparatoires. Donc, c'est pour l'instant BAM Construction, KIR, Linework Construction et Skanska notamment qui sont en lice pour ces travaux. Alors, on passe là sur un autre projet ferroviaire, le projet Crossrail, qui est une sorte de RER, en fait, un train urbain qui traverserait Londres du sud-ouest au nord-est, avec des arrêts dans des gares ferroviaires et de métro qui sont très, très fréquentées actuellement, et des options en fait d'extension, notamment vers l'est. Ici, vous pouvez voir, il y a des projets de relier ces lignes aussi à des réseaux ferroviaires existants. Donc, c'est un projet qui est quand même assez important, avec 40 milliards d'euros de budget et qui compterait 36 km de tunnels forêts. Donc, c'est Transport for London, dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui chapeaute ce projet via une entreprise publique qui s'appelle Crossrail 2. Donc, c'est effectivement la suite du projet Crossrail 1 dont les tests commencent cette semaine avec plus de 3 ans de retard, qui est aussi connue comme la ligne Elisabeth, qui est une ligne de train urbain qui passe également, qui traverse Londres, mais d'est en ouest. Donc, ce qu'il faut aussi savoir sur ce projet-là, c'est qu'il a été mis en pause à cause du Covid, le gouvernement ayant préféré garder les fonds qui devaient être alloués au développement de ce projet à d'autres dépenses plus prioritaires. Mais le besoin est vraiment là. C'est pas un projet qui a vocation à être annulé. Il est juste reporté pour l'instant à une date qu'on ne connaît pas. Mais on entend parler d'une ouverture dans les années 30. Alors, je sais que c'est vaste, mais c'est ce qui est évoqué pour l'instant. Concernant aussi les projets de travaux souterrains à Londres, conduits par Transport for London, il y a l'extension de la Bakerloo Line, qui est l'extension du métro vers le sud-est de la ville. C'est une ligne qui est relativement courte, c'est la plus courte du métro londonien. Elle s'arrête en zone 1, si certains connaissent, ce qui fait qu'elle est sous-utilisée par rapport à d'autres lignes, et d'où la nécessité de l'étendre. Donc, c'est un projet d'environ 8 km qui nécessite également la construction de 2 stations, souterraines. Donc, c'est aussi un projet qui a été mis en pause à cause du Covid, mais qui devrait se débloquer dans les mois, années qui viennent. Un dernier tunnel ferroviaire, le tunnel du Forth en Écosse. Donc, c'est sous l'estuaire de la rivière Forth que ce projet va avoir lieu pour désengorger justement à la fois le
ponts qui existent à cet endroit-là et les lignes ferroviaires qui font tout le tour de l'estuaire, comme vous pouvez le voir. On passe ensuite au projet routier. Donc, il y a des gros projets à chaque fois, pareil, pour désengorger les routes actuelles. Donc ça, c'est un projet qui passe sous la Tamise, à l'est de Londres, qui s'inscrit dans la construction d'une route qui relie l'Essex au Kent à l'est. Donc pour l'instant, les appels d'offres ont été émis et sont à l'étude. Donc vous avez ici les grands acteurs qui sont à l'étude en ce moment. On retrouve quand même souvent les mêmes. Donc BAM, Ferrovial, Vinci Construction, Bouygues, Murphy, Barbados, Hutchison, Infrastructure. Un autre projet de construction souterraine routière, c'est le projet de l'A 303 qui passera à proximité de Stonehenge. Donc Stonehenge, c'est cet alignement de pierres très anciennes qui est classé au patrimoine mondial patrimoine de l'héritage mondial et qui est encore à l'étude. C'est-à-dire que les plans ne sont pas encore vraiment arrêtés. Il y a même eu un arrêt des travaux en cours parce que justement, le go avait été donné un peu trop en avance par rapport à ce qui était prévu. Et donc, il y a une étude potentielle d'une alternative à ce trajet qui serait de faire un tunnel plus long. C'est un projet qui permettrait en fait d'éviter la partie historique de Stonehenge qu'on voit de l'autoroute pour permettre de préserver le lieu justement. Il y a aussi des projets qui concernent le réseau électrique. Donc le projet London Power Tunnel qui est déjà entamé. La fin des travaux est prévue pour 2026. Et c'est la deuxième phase en fait du London Power Tunnel dont la première a été terminée en 2018. Donc c'est un projet qui permet de recabler en électricité le sud de Londres en accueillant des câbles à haute tension. C'est National Grid, l'institution de distribution d'électricité qui gère ce projet. Donc pour l'instant, les travaux sont menés donc, par Murphy Group et Hortif. Et Balfour Beatty a remporté un contrat pour le câblage. Il y a des projets d'égout aussi qui sont en cours. Le London Super Sewer qui est géré par Tideway. C'est un projet qui est censé résoudre le problème des débordements du système actuel, notamment en cas de pluie, qui fait que les eaux usagées et le trop-plein de pluie, justement, se déversent avec l'augmentation de la population de plus en plus dans la Tamise. Donc, l'objectif de ce projet, c'est justement de connecter la plupart de ces évacuations dans un tunnel plus profond qui passera sous la Tamise, donc entre 25 et 60 mètres de profondeur. Un tunnel qui est censé éviter aussi tous les tunnels de transport en commun, qui permettra d'acheminer les eaux usées jusqu'aux infrastructures de traitement. Donc ici, je vous mets les plus grands acteurs du secteur, en tout cas les plus grands acteurs actifs au Royaume-Uni. Donc Balfour Beatty, qui est celui qui a le plus d'expertise, en tout cas le plus de chiffre d'affaires en ce moment dans ce qui est pont et tunnel. C'est une entreprise qui est experte dans les transports, dans les infrastructures de transport, qui a notamment participé à la construction du tunnel sous la Manche, de la section est du London Super Sewer dont je viens de vous parler. Ils ont travaillé avec Morgan Sindall sur Crossrail. Ils ont travaillé aussi sur le câblage électrique, le tunnel de câblage électrique ElecLink entre la France et l'Angleterre. Ils sont aussi présents sur HS2 avec Vinci. Costain faisait aussi partie du consortium de création du tunnel sous la Manche. Ils ont aussi collaboré sur les projets de Power Tunnel sur Crossrail, sur HS2, notamment pour Houston. Et ils travaillent aussi sur des projets de route avec Highway England
beaucoup de ponts, et aussi sur la centrale nucléaire de Hinkley Point en construction. Donc, c'est des entreprises qui sont quand même présentes sur beaucoup de sujets. Les autres, c'était Morgan Stanley, BAM, toutes ces entreprises sont impliquées sur Crossrail, sur HS2, à des phases différentes. C'est vraiment les entreprises qui sont incontournables ici. On peut constater également la présence de groupes français qui sont assez actifs, notamment dans les derniers grands projets de travaux. Donc Bouygues Republic, Eiffage, Vinci, Construction Grand Projet. Je mentionne également la British Tunneling Society, qui est l'association des entreprises du secteur, qui compte 74 entreprises membres et qui travaille à la réglementation, aux nouvelles spécifications. Donc, si ça vous intéresse, si le marché vous intéresse, ça peut être intéressant d'essayer de vous en rapprocher. Donc, pour en venir aux manières de travailler en fait avec le Royaume-Uni, donc je vous ai parlé des plateformes sur lesquelles vous pouvez trouver les appels d'offres. Il y a aussi historiquement beaucoup de co-entreprises, beaucoup de joint venture. Donc, c'est un bon moyen de s'implanter sur le marché britannique quand on est français et qu'on vend notamment du service ou une expertise en ingénierie, c'est de trouver un partenaire sur place. C'est de se faire connaître en passant notamment par des partenaires, voire dans un second temps en s'implantant, qui est une tendance qu'on voit vraiment s'accentuer avec le Brexit. Et pour tout ce qui est projet en phase précoce, je vous invite à aller voir sur les sites web des projets où il y a des adresses mail où vous pouvez demander des formulaires pour avoir plus d'informations, notamment sur les fournisseurs éventuels. Donc, pour dire quelques mots sur le Brexit, alors très concrètement, il y a quand même une pénurie de travailleurs dans la construction, comme c'est le cas pour les chauffeurs routiers par exemple. Donc le marché est un peu tendu sur ce sujet-là. Ça devient un peu plus compliqué de travailler au Royaume-Uni, notamment dans une entreprise britannique. Il faut des statuts particuliers ou des visas. Dans le cas de missions ponctuelles, comme de la maintenance par exemple, des démarches administratives sont quand même nécessaires pour prouver qu'il y a un contrat, que vous travaillez, vous déplacez au nom de votre entreprise pour le compte d'un client britannique. Mais ça dépend des cas, ça dépend des métiers. Il y a des équivalences de diplômes à avoir aussi dans certains cas. Pour tout ce qui est des nouveaux standards, c'est les standards UKCA qui vont prévaloir à partir de janvier 2023. La deadline a été repoussée d'un an. Ça devait être normalement à partir de janvier 2022. Mais pour être un peu pragmatique, les autorités britanniques se sont rendues compte que les entreprises n'étaient pas prêtes encore et que la complexité des démarches administratives était déjà très importante. Donc, ils ont décidé de décaler un petit peu l'entrée en vigueur de ce nouveau standard. Donc, pour l'instant, le marque HCE est encore respecté et encore reconnu. Pour tout ce qui est de l'adaptation justement au nouveau standard britannique, c'est la British Standards Institute qui gère tout ça. Et donc notamment par secteur d'application, par secteur d'activité. Et d'un point de vue très pratique aussi, les nouvelles procédures douanières sont vraiment à prendre en compte aussi, notamment si vous exportez du matériel. Il faut absolument un numéro EORI. Donc ça, après, c'est vraiment de l'administratif. Si vous avez des questions, le mieux, c'est de vous rapprocher d'un représentant en douane qui pourra vous guider en fonction de votre entreprise sur tous ces sujets-là. Donc, je vous donne mes coordonnées si vous avez des questions à me poser ou si vous êtes intéressé par un développement sur le marché britannique. Sachez que chez Business France, on peut vous faire une cartographie des risques liés au Brexit personnalisée pour votre entreprise.
des études de marché, des études de la concurrence, de la prospection, la mise en contact avec des contacts locaux. Et on travaille également avec des cabinets spécialisés dans les questions d'implantation de filiales et de fiscalité. Donc, si vous avez la moindre question à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire, je serai ravie de vous répondre. Je vous remercie. Bien, ben merci Anne-Laure, c'est très intéressant, même s'il y a certains projets, bien sûr, qui étaient connus, puisqu'on voit que les Français nos grands groupes sont présents chez vous, enfin chez vous, au Royaume-Uni. Je suis assez ahuri, moi, c'est par le montant du chiffre d'affaires qui est projeté entre 2020 et 2025, on est déjà presque en 2022, 750 milliards d'euros. Ouais. Ahurissant. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Est-ce que ça comprend, quand vous dites c'est des infrastructures, enfin, c'est pas que des infrastructures, si? Si, c'est vraiment dans les infrastructures, mais c'est tout type d'infrastructures. C'est à la fois des constructions de réseaux électriques ou d'investissements dans les ports, par exemple, d'investissements donc dans les routes. Il y a beaucoup de dépenses possibles. Alors, effectivement, c'est un montant qui est très important. Alors après, c'est quelque chose qu'il faut voir aussi dans les annonces du gouvernement britannique, c'est qu'en général, quand ils annoncent des gros montants comme ça reprend des montants qui sont déjà annoncés. Par exemple, le budget de HS2 est compris dans ces 750 milliards. Oui, j'espère bien quand même, parce que Ouais, HS2, c'est 120 milliards d'euros, c'est ce que j'ai noté tout à l'heure. Alors, peut-être un peu moins maintenant. Je n'ai pas la nouvelle estimation avec l'arrêt de la ligne. Qui va vers Leeds. La ligne vers Leeds, oui. Mais effectivement, c'est assez important. Mais c'est une addition de choses qui ont été annoncées, en plus de nouveaux investissements, bien sûr. Oui, donc on parle toujours de la deuxième ligne. La première ligne, c'était le transmanche, donc c'était la ligne à grande vitesse entre le tunnel et puis Londres. Voilà, donc. C'est ça, voilà. HS1. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne sais pas si je vois pas en chat, je ne vois pas de questions pour l'instant. Ou il n'y en a peut-être pas. Ici, quelqu'un m'a demandé si on pouvait avoir la présentation, votre présentation, si on pourrait la voir. Oui, donc ça fait partie un petit peu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, un petit peu avant que tout le monde se raccorde. Donc, cette présentation sera disponible, peut-être l'enregistrement et la présentation, bien sûr, sur notre site Internet, dès qu'on a les feux verts officiels de chaque intervenant. Bien, on est juste dans les temps. Je vous remercie d'avoir bien respecté votre temps de parole, Anne-Laure. C'est très intéressant. Voilà, on va passer tout de suite à la présentation suivante. On va partir, on quitte le Royaume-Uni, on descend sur le sud toulousain, le sud de la France, à Toulouse. On va nous parler donc de la troisième ligne, qui est aussi un projet important, puisque je crois que c'est 27 km, si je me souviens, une vingtaine, 20 ou 27, on va nous préciser, et 80% en souterrain. Voilà, donc c'est plus qu'intéressant ce truc-là, de savoir ce qui va se passer là-bas. Je passe la parole donc à. Je ne vois pas apparaître. S'il est connecté. Jean-Yves de Lambellerie, parce que je ne le vois pas apparaître. S'il est connecté, je le vois. Il est connecté. Jean-Yves, c'est à vous. Une seconde, je fais les dernières tentatives de réglage technique, s'il vous plaît. Faites vos tentatives, j'espère que ça va marcher. Allez, partager. Hop, partager. C'est en cours de partage. Voilà, parfait. Si vous pouvez la mettre en plein écran. Plein écran, voilà, parfait. Super. Merci, à vous, c'est à vous. Vous nous entendez? Oui. Très bien. Okay. Moi, j'espère. Bonjour, merci de nous accueillir dans vos réunions du mardi de l'AFTES. Donc, David Pasquier, TCO Ingénierie à la direction Grand Projet. Et Jean-Louis de Lambellerie à la direction technique. Est-ce que vous êtes obligé d'avoir le masque pour qu'on vous entende bien? Si c'est obligé entre vous deux, il n'y a pas de souci, vous le laissez. Hein? Malencontreusement, oui, parce que je suis vraisemblablement malade. Bon, pas de souci. Depuis hier. En espérant que ce n'est pas trop grave. On espère, bien sûr.
Alors, on va vous présenter le projet. On va se baser sur ce qui vous a été présenté déjà lors du congrès LAFTES et on va l'enrichir des dernières actualités, en particulier sur l'aspect consultation. Donc, une première partie qui sera plutôt consacrée à la présentation du projet et puis une deuxième partie où on rentrera un peu plus en détail de la géotechnique de ce projet. C'est Jean-Yves qui la présentera. Comme vous le soulignez, comme vous le rappeliez, le projet fait 27 km de l'ouest toulousain, donc Colomiers, la grande banlieue toulousaine, jusqu'à Labège, qui est au sud-est de l'agglomération, 27 km, 21 stations, et l'essentiel du projet est en souterrain, de Colomiers jusque ici sur Montaudran. Montaudran, c'est dans Toulouse, c'est au sud de Toulouse, et en traversant tout le centre-ville, y compris cette boucle nord, l'hypercentre toulousain, Marengo, le quartier de François-Verdier, et ensuite sur Côte-Pavée, qui est un secteur aujourd'hui faiblement desservi par les transports en commun capacitifs, comme du métro ou du tram. Que dire de plus dans les généralités? C'est un projet, dans ses caractéristiques principales, qui est fortement connecté avec le reste du réseau, non seulement transport en commun, mais réseau ferroviaire, puisqu'on se connecte à la fois à l'ouest, au niveau de Colomiers, on se connecte au nord, au niveau de La Vache, et on se connecte également en plein centre, au niveau de Matabio, au sud-est à Montaudran et puis à la Belge sans terminus. Donc on est fortement connecté avec le réseau ferroviaire de l'agglomération toulousaine. C'est un projet qui fait 2,6 milliards. C'est donc un tout petit projet. C'est donc effectivement un projet qui n'intéresse certainement pas nos amis anglais, par rapport aux 750 milliards d'euros d'investissement dont on a entendu parler tout à l'heure. Donc on essaie d'exister à côté de ça, on essaie d'exister aussi à côté du Grand Paris, mais en tout cas c'est un projet qui est essentiel et très structurant pour l'agglomération toulousaine. Oui, tu descends, c'est tout. Voilà. Quelques éléments techniques sur ce projet. On est sur un tunnel de diamètre utile 8,30 m, ce qui fait un diamètre excavé à 9,60 m. Donc on est sur un diamètre aujourd'hui qui est figé et qui dépend des contraintes en particulier qu'on a imposées au marché de matériel roulant, à l'interface et matériel roulant. Le marché de matériel roulant ayant été signé avec Alstom en conception, réalisation, maintenance, il y a à peu près un an. Donc en décembre dernier, décembre 2020, on a signé ce marché-là. Et donc aujourd'hui, on est en phase de conception sur ce matériel, mais les éléments d'interface principaux, comme le gabarit, sont fichés. C'est un tunnel qui est à une hauteur de couverture entre 11 et 40 mètres. On y viendra tout à l'heure quand on parlera plus précisément de la géotechnique. Et une de ses caractéristiques principales, c'est qu'il passe bien sûr dans le centre-ville de Toulouse, avec des points assez sensibles en termes de croisement des lignes ferroviaires, des lignes métro existantes, passage sous les voies SNCF, et puis également passage sous du bâti sensible historique toulousain. Les stations, alors on n'a pas développé l'ensemble des stations, on aurait pu tenir la soirée sinon sur ce sujet-là. Simplement, il faut retenir que les boîtes des stations font environ 50 mètres par 20, c'est l'ordre de grandeur, 50 mètres de long, ce qui est la longueur de notre quai, 20 mètres de large, c'est les deux quais plus les deux voies, et puis donc 50 mètres par 20 et une profondeur de 20-25 mètres suivant les stations et suivant les contraintes qu'on a pu rencontrer, en particulier par rapport aux avoisinants. On est sur une structure poteau-poutre avec 3 niveaux de plancher principalement. Par rapport à la surface, on descend un premier niveau qui est la salle des billets et qui permet l'achat des transports et le passage des lignes de contrôle. On descend ensuite sur un niveau mezzanine qui est un niveau intermédiaire qui va ensuite permettre d'accéder d'un côté ou de l'autre sur un quai ou sur l'autre en fonction de la destination choisie. Et enfin, 3e niveau, on est sur le niveau des quais. Voilà, cette structure-là, vous allez retrouver en termes de parcours voyageurs sur l'ensemble de nos stations, qu'elles soient souterraines ou semi-souterraines, parce qu'on a 3 stations particulières, c'est-à-dire qu'elles ce sont bien les stations souterraines pour lesquelles la salle des billets a été ramenée au niveau de la surface avec un bâtiment en émergence. Je ne détaille pas plus les aspects techniques, vous avez la présentation qui vous sera transmise et vous pourrez regarder les aspects techniques.
Dans les autres ouvrages souterrains, on a également tous les puits d'accès, ventilation, puits d'accès des secours et de ventilation, y compris les puits de sortie des tunneliers. Donc, on a deux puits qui sont dimensionnés pour pouvoir sortir les tunneliers. C'est un au niveau des pistes de l'aéroport de Toulouse et un autre en plein centre-ville sur le bord du canal, avec une particularité pour ce dernier, c'est qu'il est dans un secteur inscrit au bord du canal du Midi, qui est un site inscrit au patrimoine. On a également deux autres particularités sur ces ouvrages souterrains. On a la station François Verdier, qui est dans l'hypercentre de Toulouse, qui pour des raisons environnementales a été déplacée, qui était initialement sous des arbres, sous les allées François Verdier, et pour des raisons environnementale, on est venu préserver cet aliment d'arbres et donc on l'a placé au milieu du carrefour entre les allées Carnot et la rue de Metz sur Toulouse, pour ceux qui connaissent. Ça nous a amené à travailler dans un espace très contraint. Et donc, on a, au-delà de la boîte de la station construite traditionnellement en parois moulées et terrassement, on est amené à faire une partie excavée en souterrain, en sous-œuvre, après avoir déposé le monument aux combattants qui est dans ce secteur-là. Donc, le secteur François Verdier, c'est un secteur très, très complexe en termes de travaux souterrains, et en particulier dans un secteur également très, très sensible en termes de patrimoine. Autre élément particulier sur cette ligne de métro, en termes de travaux souterrains, l'accès au garage atelier qui se fait par un barreau de raccordement qui sera creusé, lui, en tunnel traditionnel, environ 500 mètres de galerie, avec un passage sous des terrains mythiques, qui sont les terrains d'entraînement du Stade Toulousain, et puis sous l'A621, qui est une bretelle qui permet d'accéder à l'aéroport depuis Toulouse. Un point sur le planning maintenant. Depuis l'émergence de ce projet au cours des élections municipales de 2014, ce projet a avancé avec le débat public, l'enquête publique, la déclaration d'utilité publique, puisque le projet a été déclaré d'utilité publique en février 2020. On est aujourd'hui en pleine préparation de l'enquête environnementale. Et quand je dis préparation, on commence l'enquête publique environnementale le 15 décembre jusqu'à fin janvier. Les dates viennent d'être arrêtées par le préfet et par la commission d'enquête. Donc, on est vraiment, aujourd'hui dans ce planning qui va nous permettre de venir jusqu'à la mise en service qui est prévue à fin 2028. On est vraiment dans la dernière ligne droite en termes d'autorisation administrative et puis de lancement des consultations de travaux. Alors ça, c'est une diapositive peut-être nouvelle depuis que vous avez vu notre présentation à l'AFTES, au congrès de l'AFTES en septembre. On a précisé nos étapes de lancement des consultations. On a donc, si je parle à la fois du projet de troisième ligne, du projet de connexion de la ligne B, c'est-à-dire le prolongement de la ligne B jusqu'à la Belge pour pouvoir se connecter à la troisième ligne. La consultation sur les viaducs et équipements de viaducs pour CLB est parue début novembre, la APC est sortie. On a une deuxième consultation qui va concerner deux ouvrages annexes qu'on lance de manière un peu anticipée, dont le lancement est imminent et si ce n'est pas sorti hier, ça va sortir dans les jours qui viennent. En tout cas, c'est bien cette semaine qu'il est prévu de sortir. On a ensuite une deuxième vague de consultation qui va concerner à la fois un secteur anticipé pour l'accès au garage atelier, une tranchée couverte. On a le lot de tunnels du CLB, puisqu'on est sur le CLB, sur un bitube qui va passer sous le canal du Midi au niveau de la commune de Ramonville. On va également lancer deux lots de tunnels de la troisième ligne à fin décembre 2021. Le lot numéro 2, qui est un lot qui comprend deux tunneliers. C'est le lot le plus important qu'on va lancer sur cette opération. Également, le lot numéro 3, qui va concerner le tunnelier qui passe dans le centre-ville
entre Raynal, qui est le faisceau ferroviaire nord de Toulouse, et puis le canal du Midi, au niveau du Puy Saint-Sauveur. Et puis, on va lancer également dans cette même temporalité la consultation sur les viaducs et les équipements du viaduc, toute la partie sud du projet qui est en arrêt. Voilà, donc une grosse échéance à fin décembre avec l'envoi des AAPC sur l'ensemble de ces marchés. Et on a souhaité se donner un petit peu plus de temps sur deux consultations pour des tunneliers qui sont certainement un peu moins sur le chemin critique, pour lesquels on peut avoir un peu plus de marge. Vous avez vu que la marge n'est quand même pas énorme, puisqu'on parle d'un décalage juste de 2 mois. Les deux tunneliers qu'on va lancer plutôt en février 2022, c'est le tunnelier qui est complètement à l'ouest du projet, entre Colombes-Gare et le sud des pistes de l'aéroport de Blagnac. Et puis également le tunnelier qui va partir de Montaudran, donc au sud de Toulouse, et qui va remonter vers le Puy Saint-Sauveur, le bord du canal du Midi, à la rencontre de l'autre tunnelier qui sera parti de Raynal. Voilà, donc ça c'est plutôt, au cours du premier trimestre 2022, on vise aujourd'hui le mois de février. Donc ça c'est aujourd'hui l'actualité, et ces consultations rentrent parfaitement dans le calendrier général de l'opération, avec un objectif de pouvoir lancer les premiers travaux réellement sur le terrain à fin 2022, des attributions en décembre 2022, et ce qui nous amènera à avoir la majorité des travaux qui vont commencer sur nos sites en 2023, premier semestre 2023, pour être un peu plus large. Voilà notre actualité sur le projet et le lancement des consultations de génie civil. Bien, merci beaucoup. J'ai une petite question préliminaire là, sur ce que vous avez montré sur la partie amont administrative. Oui. J'ai compris qu'il y avait une enquête publique qui avait été lancée, si vous pouvez revenir dessus. Si vous pouvez la remettre, la diapo. Oui, je vois enquête publique en 2019. Enquête publique, et puis là, vous avez signalé comme quoi il y a une enquête publique complémentaire. Alors, c'est complémentaire. Pourquoi on l'a séparé, l'enquête publique environnementale qui est lancée aujourd'hui, pas en décembre, là, qui va avoir lieu en décembre et en janvier. Et en parallèle, vous lancez aussi les consultations. Alors, si l'enquête publique environnementale vous posait quelques difficultés, qu'il y ait des petits problèmes d'environnement, comment allez-vous faire? Est-ce que j'ai bien compris? J'ai bien compris qu'effectivement, on a bien scindé sur ce projet, ce qui n'est pas classique, mais pas complètement original non plus, hein, ça se fait sur d'autres projets, de séparer les deux enquêtes. La première enquête qui a été lancée en 2019, qui a conduit à la déclaration d'utilité publique, était une enquête qui portait donc sur le code de l'urbanisme, et on a fait le choix de séparer cette enquête de l'enquête environnementale, qui porte sur le code de l'environnement, pour des questions de précision d'études. C'est-à-dire qu'on était, et le calendrier, on était sur un niveau d'études en 2019 qui ne nous permettait pas d'aller à l'enquête environnementale. Pour autant, on a fait le choix d'aller faire cette enquête publique pour aller à la DUP, qui nous permet ensuite de déclencher toutes les opérations d'acquisition ou de maîtrise foncière avec des procédures d'expropriation en particulier qui sont rendues possibles par cette utilité publique. Et l'enquête qui commence à fin 2021, pour laquelle on attend l'autorisation durant courant avril 2022, concerne bien tous les aspects environnementaux. Sachant quand même aussi, je précise ma réponse, c'est que l'enquête publique, initiale l'enquête publique, comportait bien une étude d'impact. Donc, on a déjà travaillé quand même ces sujets environnementaux, mais on n'est pas allé jusqu'à l'autorisation environnementale. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des levées de boucliers, des associations de défense de l'environnement et tout ça qui vous mettent un petit peu les bâtons dans les roues, on va appeler ça comme ça? Alors, on a toujours un risque, à partir du moment où on part en enquête, il y a toujours un risque. On pense cependant avoir fait ce qu'il faut pour maîtriser ce risque. D'ailleurs, l'instruction de notre dossier par les différents services instructeurs, que ce soit le dossier loi sur l'eau, que ce soit la commission d'études, etc. L'ensemble de ces services se sont prononcés, ont émis un avis favorable à notre projet. Donc,
On va à l'enquête publique, comme tout Serein, enquête vous êtes publique. très serein, c'est heureusement pour vous, il faut avancer, il faut avancer. Hein. Serein, ça serait peut-être prétentieux d'afficher une sérénité totale. Il peut y avoir des surprises. Mais en tout cas, on y va en ayant avec nous un certain nombre d'avis positifs sur ce projet qui nous permettent d'aborder, peut-être avec moins d'anxiété, qu'on n'avait pas ces avis positifs en tout cas. On va peut-être développer quand même les sujets géotechniques. Je vais peut-être venir, Oui. si ce n'est pas de questions sur cette première partie, on va venir sur les sujets géotechniques et je vais laisser Jean-Yves voilà, nous parler de géotechnique sur le projet. Vous pouvez demander à Anne-Laure de couper son micro, s'il vous plaît. Je la vois plus connectée, moi, pourtant. Bon. Merci. Bon. Je lui envoie un message. Merci. Bon, 2 mots de technique. On a la chance d'avoir à Toulouse un contexte géologique qui est d'une très grande simplicité et qui est raisonnablement favorable pour faire des travaux souterrains. On en dira 2 mots tout à l'heure. Ce terrain régional, c'est une mollasse de Piémont, c'est un terrain sédimentaire qui s'est déposé au pied des Pyrénées à l'ère tertiaire. Et c'est une espèce de gigantesque poubelle constituée majoritairement de sols fins, dont vous voyez la courbe granuleux à gauche, là, donc des sols qui sont des siltes argileux, en quelque sorte, avec, pour être très schématique, noyé dans ce massif de sols fins et de consistance dure, des objets qui sont des lentilles de sable grossier propre, c'est la granulométrie rose que vous voyez en bas à droite, et des bancs de marneau calcaire, généralement de faible épaisseur et de résistance mécanique modeste. Ce sont des terrains qui, dans leur ensemble, ont des caractéristiques mécaniques très élevées, par exemple des pressions limites qui sont de l'ordre de 7 à 8 MPa. Et ce sont des terrains dont l'expérience montre que, pour ce qui concerne les alluvions de surface, c'est un sol frottant classique qui se prête à de nombreuses méthodes de soutènement, et que le terrain mollassique dans lequel seront excavés tous les fonds de station et la totalité des tunnels, c'est un sol avec un comportement de sol cohérent, c'est un matériau avec un comportement mécanique de sol cohérent, et d'une manière générale, une demande de soutènement à court terme qui est faible, sauf dans les lentilles de sable. Ces lentilles de sable, ça pèse de l'ordre de 15% du massif, et la géométrie, les dimensions de ces lentilles sont très variables. On peut avoir des objets qui font 1 mètre ou 2 mètres, 1 mètre d'épaisseur et 5 mètres de diamètre, mais on peut avoir aussi des objets qui font 10 mètres d'épaisseur et une centaine de mètres de dimension horizontale. Et la particularité de ce projet, enfin de ce contexte, c'est que là, autant on est certain statistiquement que ces objets difficiles existent, autant on est aussi certain qu'avec une campagne de reconnaissance géotechnique raisonnable, on ne peut pas les identifier tous. On sait qu'ils y sont, mais on ne sait pas où on va les trouver. À l'échelle du massif, ce matériau il est raisonnablement étanche, ce qui permet de concevoir des ouvrages avec des radiers drainants qui donnent des débits d'exor qui sont très modestes, de l'ordre de quelques mètres cubes par jour pour les stations existantes qui ont des géométries comparables, 50 mètres par 15 à 20. Et pour ce qui est des faciès indurés de marne et de marneau calcaire, ils sont faciles à excaver à la benne, ils sont faciles à excaver, ils sont raisonnablement faciles à excaver avec des engins de terrassement puissants dans des fouilles de grande dimension. Ils sont compliqués, ils peuvent devenir compliqués à excaver quand on fait des travaux en petite section, avec des rendements qui baissent. On vous a préparé aussi un petit retour d'expérience extrêmement schématique, vraiment extrêmement schématique, et plus avec une vision de maître d'ouvrage, avec une vision d'ingénieriste ou d'entrepreneur, donc c'est sûrement très critiquable dans son approche, où on a rassemblé nos souvenirs des chantiers de travaux souterrains, des lignes A en 89-91 et de la ligne B entre 2002 et 2004. Sur la ligne A, il y avait 2 lots de tunnels, un lot de tunnels à 2 voies en 7,65 m qui a été creusé en pression de boue
et sur lequel on ne retrouve pas d'archives, on ne trouve pas très peu d'informations dans les archives de TCO, ce qui veut plutôt dire que ça s'est bien passé, vraisemblablement. Le seul élément technique qu'on a, c'est que la fiche AFTES de ce projet évoque des difficultés de colmatage du concasseur. Ce tir avait été fait en 2 drives depuis une gare centrale avec un retournement. Et puis on avait un tunnel monovoie, un tunnel monovoie, oui, en 5,60 m à la creuse, qui a été creusé avec une Lovat qui n'était pas encore une machine à pression de terre, hein, c'était une machine avec un front ouvert, qui est passé 2 fois sous la Garonne sans difficulté, mais qui a planté 2 fois sur des anomalies géologiques d'origine anthropique, vraisemblablement des surcreusements dus à une activité humaine, un ancien quai ou quelque chose comme ça, avec des fontis qui ont été difficiles à gérer, avec des conséquences sur le bâti importantes. Mais une machine donc sans confinement. Et puis pour la ligne B entre 2002 et 2004, on avait 4 lots de tunnels, que je prends dans l'ordre du nord vers le sud. Un premier lot, le lot numéro 2, qui a été creusé en 7,77 m de diamètre avec une machine Ehrenknecht. Pardon, je suis parti du sud vers le nord, je me trompe. Donc, si c'est ça, excusez-moi. Donc, le lot numéro 2 avec une machine Ehrenknecht neuve, qui, bien qu'elle soit une machine qui était dans les canons de la conception des machines à pression de terre au moment où elle a été conçue et où elle a travaillé, est une machine qui, au final, a travaillé en pression de terre imparfaite, avec une bulle d'air en clé, avec très généralement une bulle d'air en clé. Et quand on revoit aujourd'hui les résultats des analyses qui ont été faites sur le marin, un marin qui était clairement trop sec pour un fonctionnement de type EPB vrai. On a eu plusieurs fontis, 2 sérieux et un plus facile à gérer. On a eu de nombreuses amorces de fontis et on a eu malgré ça des tassements de surface faibles. Et pour finir le lot de travaux dans des délais raisonnables, le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre et l'entreprise ont finalement choisi de faire des traitements de terrain préventifs très importants pour la fin du drive. On avait après un lot très central de tunnels monovoie qui a été creusé en 5,28 m de diamètre, avec 5 drives pour un total de 1 km, avec une machine à pression d'air et attaque ponctuelle, très près de bâtis anciens, donc vraiment dans l'hypercentre avec du bâti en mauvais état et un drive qui est passé sous le bâti. On a trouvé des tirants abandonnés et des puits abandonnés dans la section. Et globalement, le chantier s'est bien passé. On n'a pas eu de tassement de surface, on n'a pas eu de fontis. Le troisième lot est un tunnelier qui a été creusé en pression de boue, en 7,76 m de diamètre, 3,8 km, avec un tunnelier reconditionné, avec un tracé en plan qui passait sous la partie la plus critique du bâti, donc vraiment sous du bâti extrêmement ancien et dont la stabilité est très précaire. Et c'est d'ailleurs un secteur dans lequel on a aujourd'hui des difficultés, la collectivité, la métropole a des difficultés de stabilité du bâti récurrentes. Le creusement s'est bien passé. C'est un creusement qui s'est fait à l'eau, sans bentonite, parce qu'on a une fraction fine significative dans le matériau. On avait comme toujours, une usine de traitement des boues, de la boue de forage, et en particulier un atelier de pressage de fine qui avait été sous-dimensionné à l'offre et qui a été renforcé rapidement. On a eu des difficultés d'usure de canard, on n'a eu aucun fontis, et les tassements enregistrés ont été extrêmement faibles. Quand je dis extrêmement faibles, c'est moins qu'un demi-centimètre, mieux qu'un demi-centimètre. Et enfin, tout au sud, un dernier lot de 3 km, 3 km 2 en pression de terre, dans un diamètre comparable, 7,72 m, avec une machine ancienne qui venait de Lille, reconditionnée. Une machine qui n'a jamais fonctionné à pression de terre. On a toujours travaillé en pression d'air avec la chambre moitié pleine. On a eu plusieurs fontis, on a eu des amorces de fontis. Et malgré ça, quand ça se passait bien, on a eu des tassements de surface modestes à faibles. En pratique, la conclusion de ça, c'est que les méthodes de construction de notre futur projet doivent absolument intégrer une géologie changeante et aléatoire au front, entre un terrain globalement cohérent qui n'a aucune demande de soutènement et qui ne conduit pas à des tassements,
et de nombreuses occurrences de géométrie variable, de nombreuses occurrences aléatoires et de géométrie variable d'un terrain frottant, souvent en contact avec la nappe, chargé d'eau et qui ne se tient pas. Et l'enjeu technique du chantier, l'enjeu technique, je dis bien du chantier, il est vraisemblablement en grande partie là. Il y a un autre enjeu, bien sûr, qui ne nous préoccupait guère il y a encore quelques années, mais qui a pris une importance massive, c'est la gestion des déblais. Pour la gestion des déblais, on a tenté de marcher un peu dans les pas de la Société du Grand Paris et de parler avec eux des choses qu'ils avaient réussies et des choses qu'ils avaient moins bien réussies. Et ils ont été très compréhensifs avec nous pour ça. Et on a fait deux choses principales. La première, c'est qu'on a cherché à faire une campagne de reconnaissance géotechnique préalable qui ne soit pas uniquement à but de connaissance pour les géotechniciens qui calculent les ouvrages ou qui font le design des ouvrages, pour nos maîtres d'œuvre qui designent les ouvrages, mais aussi pour permettre aux maîtres d'œuvre et surtout aux entreprises d'avoir une vision raisonnablement représentative du terrain dans lequel ils vont creuser. Et pour faire ça, on a un certain nombre de forages sur lesquels on a pris les 10 mètres de front de taille du tunnel, on a tout mélangé, comme va le faire le tunnelier, et on a fait là-dessus des essais de labo et des essais de fabrication et de traitement de bouts de forage pour que nous ayons collectivement une vision, j'espère, meilleure que celle qui consiste à prendre des petits échantillons de 10 cm de long, à y faire dessus plein d'analyses et à après essayer d'imaginer quel est le terrain global, le marin global que va abattre la machine et qu'elle va transporter et sortir. Et la deuxième chose, c'est qu'on a émis à l'automne 2021 un appel à manifestation d'intérêt dans lequel on a rendu public une bonne quantité de données factuelles, des forages, des analyses géochimiques, des analyses géotechniques, et qu'on a eu une quinzaine d'acteurs économiques qui nous ont répondu et qu'on a la plupart d'entre eux reçus pour parler de leur projet. Et que, pour être très schématique, outre les solutions classiques de comblement de carrière, il y a quelques opportunités intéressantes qui sont identifiées, qui sont en cours d'évaluation détaillée, des aménagements agricoles et l'industrie de la terre cuite qui est très présente en périphérie de Toulouse, par exemple. Alors, je ne vais pas vous assommer avec des chiffres, mais globalement, globalement, on a pratiquement 3 millions de mètres cubes de terrain à excaver pour un total estimé aujourd'hui de 6 millions de tonnes et demie, avec des terrains qui sont aujourd'hui très majoritairement des terrains molassiques, des terrains qui sont des terrains inertes et des terrains qui sont une fois qu'ils ont été mélangés par les machines ou par l'extraction dans les stations, qui sont des sols fins peu plastiques, sols fins sableux peu plastiques. Voilà. David. Bien, merci beaucoup. Vous avez peut-être apporté la conclusion. Un mot de conclusion, David. Être rapide, s'il vous plaît. Merci. On est juste en mot de conclusion pour dire que notre projet avance. Je crois que j'ai rappelé l'ADUP qui a été passé, les AVP qui ont été validés en juin 2021. On est aujourd'hui en phase de production des DCE. Les appels d'offres de génie civil, je crois que j'en ai largement parlé. Et puis l'autorisation environnementale qui est attendue pour le mois d'avril 2022, donc au second trimestre. Voilà, donc je pense qu'un des éléments importants qu'on a communiqué aussi aux entreprises, puisqu'on avait fait une présentation début juillet de notre lotissement, c'est qu'on attend de la part des entreprises qu'elles viennent compléter le savoir-faire qui nous a été apporté par les maîtres d'œuvre, donc pour savoir-faire également avec quelques experts internes TCO qui ont été mobilisés. Aujourd'hui, on attend le troisième volet, le troisième pilier, qui est le savoir-faire des entreprises pour pouvoir vraiment optimiser le projet et continuer sur l'optimisation. Pour ça, et c'est ce que rappelait Jean-Yves, je crois qu'on a essayé d'avoir un maximum d'informations, à la fois sur les conditions d'intervention, la connaissance du sol toulousain avec le retour d'expérience sur les lignes A et B, et puis bien sûr toute la base de données factuelle qu'on a mis à disposition de l'ensemble des entreprises via l'AMI, et je pense que tout le monde a pu charger. S'il y a des entreprises qui n'avaient pas pu récupérer les documents et les données factuelles, qu'elles n'hésitent pas à nous contacter, on leur expliquerait comment pouvoir les récupérer, même si l'AMI aujourd'hui est terminée. Voilà, écoutez, merci de nous avoir écoutés. Si vous avez des questions, oui.
On va se Oui, se faire un merci plaisir. beaucoup. C'était très intéressant et on vous remercie, bien sûr. On revient juste un tout petit peu en arrière sur le REX que vous avez présenté sur les lignes A et B, une question qui a été posée. Pourquoi il y avait tant de différences sur les diamètres d'excavation? Pourquoi Alors, les lignes A tant et d'écart? les lignes A et lignes B sont des lignes qui sont exploitées avec un système VAL. Et les diamètres d'exploitation que vous voyez ici, 7,65 m, 7,77 m, 7,76 m, 7,72 m, sont des diamètres qui sont des diamètres enveloppe du diamètre nécessaire pour l'exploitation d'un VAL. Alors, je pense que le tunnelier HK ici, le tunnelier Reknecht qui a creusé sur le lot 2 a dû être designé exactement à la bonne cote. Et puis, le 7,76 ici et le 7,72 sont des diamètres qui étaient imposés par l'utilisation de machines qui venaient de chantiers antérieurs. D'accord, c'est le reconditionnement qui a fait que ça a Ouais, changé. c'est ça. Et le 5,60 et le 5,28 sont bien sûr des diamètres de tunnel pour monovoie. Bien sûr, bien sûr. OK. Une question qui a été posée, je vais vite. Sur le matériel roulant, est-il incorporé dans votre budget général présenté tout à l'heure? Oui, complètement. Dans les 2,6 milliards, on a bien le budget matériel roulant, parce qu'en plus, c'est un budget qu'on connaît précisément, le marché ayant été attribué. Et c'est bien un marché de conception-réalisation qui a été, et maintenance, pardon, qui a été attribué. Donc, on a bien le budget matériel roulant dans ces 2,6 milliards. Le matériel est dedans. Ce Ouais. sera un matériel spécifique pour la ligne ou ce sera un matériel qui peut éventuellement aller sur les lignes A et B? Non, les deux systèmes ne sont pas compatibles. Ce n'est pas compatible. Non, ils ne sont pas compatibles. Le VAL, les rames, le matériel roulant des nouvelles voies ne sera pas compatible avec les tunnels du VAL, avec le système. Ce sera un matériel spécifique. Tout à fait. Pour compléter, c'est ce que dit Jean-Yves, on est effectivement sur un matériel spécifique. On n'est pas non plus du tout sur le même type de métro. Le VAL est un type de métro léger. Les rames de VAL font 2,06 m, 2,08 m en termes de largeur. Là, on est sur des rames qui vont faire 2,50 m, 2,70 m. Donc, on n'est pas du tout sur le matériel, d'où le diamètre de creuse qui est complètement différent. D'où la différence du diamètre de creuse où on passe de 7,80 m à 9,60 m. D'accord. Une question sur les fontis aussi. Quel ordre de grandeur? C'était important ou pas? Quel diamètre ça pouvait faire? Alors, suffisamment pour faire tomber un autobus, oui. Ah ouais, ça doit être important, comme vous dites. Puis j'ai une dernière question aussi. Pour les lots équipements radio et courant faible, c'est un spécialiste qui pose la question. Une idée de la date de consultation? Est-ce que vous auriez une idée déjà? Tout ça, c'est un petit peu tôt pour avoir une date de consultation. On s'est concentré essentiellement sur l'aspect génie civil pour pouvoir lancer ces marchés parce qu'on sait qu'ils sont critiques en termes de durée et de sensibilité, bien sûr. On développe en parallèle les phases pro du second œuvre. C'est-à-dire que même au sein de l'infra, on a aujourd'hui développé que le génie civil au niveau pro pour pouvoir lancer les DCE. Le pro de second œuvre arrivera plutôt au printemps. Et encore dans un temps ultérieur, le pro de tous les équipements et les courants faibles. D'accord. Bien, merci beaucoup, messieurs. J'enchaîne tout de suite avec Monsieur Lamour. J'espère qu'il va y avoir des fondations intelligentes aussi à placer sur le métro de Toulouse. Voilà pourquoi les fondations sont devenues si intelligentes. Voilà, je pense qu'il y a de l'intelligence artificielle qui doit être mise en jeu. Je le suppose. On vous laisse la parole, Monsieur Lamour. Merci. Merci. Vous m'entendez? C'est bon? Très bien. Très bien. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de pouvoir présenter justement des nouvelles technologies pour surveiller ces fondations. Alors, je vais parler de fondations profondes. Le titre fondation est plus adapté aux fondations profondes. Et intelligente, c'est juste pour dire en gros qu'on met des capteurs qui vont servir à la fois pendant la phase, on va dire, de construction, mais aussi pendant la vie de cette fondation et son exploitation. J'ai prévu donc une présentation assez technique. Je vais essayer de présenter les technologies qui permettent de surveiller ces fondations. Et puis, je vais donner deux cas particuliers, donc, qui sont des pieux et des paromoulés équipés de ce type de capteur. D'abord, juste un transparent sur Semantis, donc l'entreprise que je dirige, qui est une entreprise
qui est spécialisé dans l'auscultation, donc le monitoring, la surveillance des constructions, des infrastructures. Et donc, l'enjeu de ma présentation, c'est de vous montrer que des capteurs qui sont installés pendant la phase de construction, donc un usage plutôt en termes de contrôle qualité et de surveillance, on va dire, pendant les travaux, peuvent aussi être utilisés en phase d'exploitation et prolongation de durée de vie. Donc, c'est ça tout l'enjeu de mon propos, et c'est ce que fait également l'entreprise Semantis, qui aujourd'hui comprend à peu près 150 personnes qui auscultent différents types de structures. On est basé principalement en France, donc sur tout le territoire, et également au Vietnam, donc avec 22 personnes, et aux États-Unis. Et un dernier point, c'est donc Semantis a rejoint le groupe Socotec l'année dernière. Donc aujourd'hui, on fait partie d'un ensemble de compétences, on va dire, qui couvre toute la gestion du risque, donc pas uniquement le monitoring, mais également donc l'inspection, l'analyse des risques, la vulnérabilité. Et tout ça donc forme un tout qui permet d'apporter des solutions de gestion de risque à la fois aux maîtres d'ouvrage, mais aussi aux entreprises et maîtres d'œuvre. Voilà, donc un petit transparent pour revenir un peu sur le sujet, sur pourquoi on doit surveiller, on doit mesurer ce qui se passe dans les fondations. Déjà, le premier enjeu, c'est lorsqu'on a des phénomènes qui sont difficiles à modéliser, parce qu'il y a des aléas géologiques, hydrogéologiques, des interactions complexes, il peut y avoir aussi des aléas en phase d'exploitation, du sismique, des interactions, par exemple, avec des tunneliers. Tout ça nécessite des mesures qui vont d'ailleurs souvent permettre de caler les modèles géotechniques ou géologiques. Autre intérêt aussi de mesurer ce qui se passe dans les fondations, c'est souvent de caractériser les matériaux, donc dans une phase plutôt de contrôle qualité, en complément par exemple de ce qui se fait grâce aux essais géophysiques qui sont très courants et qui fonctionnent très bien. Là où c'est plus intéressant, c'est justement d'aller vérifier ce qui se passe lors du vieillissement de ces infrastructures. Et c'est là où il y a un enjeu, parce qu'il faut que le capteur dure aussi longtemps que l'infrastructure. Donc, on parle de minimum 50 ans, voire beaucoup plus. Donc là, on va parler de capteurs long terme. On ne va plus parler d'électronique ou de choses qui sont plutôt liées à du court terme. Et jusqu'à carrément la prolongation de durée de vie, qui est quand même un enjeu aujourd'hui très important dans le cadre du développement durable. Donc, comment ces capteurs peuvent aider à mieux exploiter, mieux maintenir et prolonger la durée de vie de ces fondations. Un point important, c'est vrai que les fondations sont quand même difficilement inspectables. Aujourd'hui, il y a des mesures non destructives type géophysique, mais le monitoring semble quand même un outil naturel pour savoir ce qui se passe dans ces fondations une fois qu'elles sont construites. Donc, je vais parler d'une technologie qui est très adaptée justement pour faire tout ça. Donc, à la fois des mesures pendant la construction et aussi des mesures à long terme. Ce sont les capteurs à fibre optique. Alors, donc Semantis, on n'est pas les seuls à utiliser cette technologie. Elle est utilisée aujourd'hui dans différents projets comme le Grand Paris, en Angleterre, notamment sur Crossrail, sur HS2, en Asie. Donc, c'est quelque chose qui est assez maintenant répandu. Et je voulais juste rappeler pour ceux qui ne connaissent pas bien comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que l'on peut en faire. Donc, une fibre optique, c'est avant tout un matériau qui est passif. Si on parle d'un morceau de silice dans lequel on va pouvoir faire passer de la lumière. Et le gros intérêt de la fibre optique, c'est que cette lumière peut voyager sur plusieurs dizaines de kilomètres. Donc, on va pouvoir avoir un moyen de mesure qui va être très exhaustif. On va pouvoir mesurer des grands linéaires. Et c'est pour ça que les fondations profondes sont de bonnes candidates pour ce type de mesure, parce qu'on va pouvoir mesurer sur plusieurs dizaines, centaines, voire des kilomètres. Le gros avantage de ces capteurs à fibre optique, c'est qu'on va pouvoir mesurer plein de choses. Donc, on distingue souvent deux types de capteurs. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de ces capteurs, mais en gros, vous avez quasiment autant de capteurs à fibre optique que de chercheurs, on va dire. Mais aujourd'hui, si on regarde ceux qui sont vraiment sur étagère, donc les capteurs qui sont produits et avec un certain niveau de concurrence, donc avec pas mal de fournisseurs, vous avez les capteurs ponctuels, donc typiquement les réseaux de Bragg, Fabry-Perot, et puis vous avez les capteurs répartis. C'est ceux que je vais développer aujourd'hui, qui sont plus adaptés justement à des mesures réparties, donc assez linéaires, on va dire plusieurs centaines de mètres, et qui vont mesurer différentes choses comme la pression, la température, la déformation et l'acoustique. Voilà. Je vais détailler un petit peu plus le système de mesure, notamment la partie répartie.
Mais juste pour rappeler l'avantage des capteurs à fibre optique par rapport à d'autres types de capteurs, la première chose, c'est qu'on a des technologies qui sont complètement insensibles au bruit électromagnétique. Donc, vous pouvez avoir, par exemple, lors d'un chantier, des gens qui soudent, des gens qui créent des environnements magnétiques et la mesure ne sera pas perturbée par ces champs électromagnétiques. On peut travailler aussi en milieu ATEX, donc raffinerie, tout ce qui est proche de pipeline, etc. On a un capteur qui est tout petit, qui va pouvoir facilement s'intégrer dans les structures, dans les composites, dans les bétons. On a un matériau qui est très, très résistant. Souvent, on pense à la fibre optique comme quelque chose de très, très fragile. En fait, c'est très, très résistant. Vous avez beaucoup de mal à la casser. Il faut juste faire attention au poinçonnement. Donc, c'est pour ça qu'on met un câble. La fibre optique est toujours mise dans un câble à fibre optique. On va pouvoir faire des mesures kilométriques. Le gros point pour les fondations, c'est le fait que la lumière qui passe dans cette fibre est complètement insensible à l'humidité. Donc ça, c'est quand même un gros sujet. Si on veut faire de la mesure long terme, on sait qu'on est dans un environnement humide. Donc, il faut que ce capteur ne soit pas perturbé par l'humidité. C'est un capteur passif, c'est-à-dire que c'est un bout de verre, en gros. Donc, vous n'avez aucune batterie, aucune électronique embarquée. Donc, on peut faire des mesures très long terme. Dans les télécoms, aujourd'hui, on a des garanties sur 25 ans. Voilà. C'est une technologie sur étagère parce que, comme je l'ai dit, on s'intéresse aux capteurs, on va dire, aboutis. Bien sûr, il y a des chercheurs qui travaillent toujours sur des nouvelles technologies, mais là, on va parler de choses qui sont vraiment sur étagère. Et puis, la mise en œuvre est industrielle. Alors, j'ai mis un petit transparent pour vous montrer ça, parce que c'est souvent la crainte qu'on a lorsqu'on fait de la fibre optique, c'est comment on va installer ça sur chantier. Notamment, je parle de chantier de génie civil ou travaux souterrains. Là, on voit une photo de Barack Obama qui fait une soudure à fibre optique, donc pour montrer que c'est quelque chose de très simple à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, pour faire de la fibre optique, vous avez besoin de 2 équipements, une soudeuse qui permet de raccorder 2 fibres entre elles et un OTDR, donc un appareil qui permet de mesurer la qualité de cette fibre optique, savoir si elle transmet bien la lumière. Ensuite, vous êtes autonome pour pouvoir faire ces opérations de pose. Alors bien sûr, sur chantier, il va y avoir des techniques particulières, mais aujourd'hui, la plupart des entreprises qui travaillent sur ces technologies savent mettre en œuvre de la fibre optique sur chantier, et on va le voir sur des parois moulées ou sur des puits. Alors, si on rentre un peu plus dans le détail maintenant du capteur réparti, comment ça fonctionne? Donc, c'est assez simple finalement. La fibre optique, donc, ça devient le capteur en tant que tel, et on va envoyer un pulse lumineux dans cette fibre, donc qui va aller par exemple de la gauche vers la droite. Et à chaque mètre parcouru de cette lumière, vous allez avoir un tout petit peu de lumière rétro-réfléchie, donc une lumière qui balance, qui revient. Et avec le temps, on sait d'où elle revient, donc on peut mesurer chaque mètre de fibre optique. Et cette mesure de lumière va vous donner, en fonction du phénomène que vous scrutez, des paramètres à mesurer. Donc, par exemple, Raman, ça va mesurer la température, donc on appelle ça le DTS, Distributed Temperature Sensing, et Brillouin, ça va vous donner plutôt la déformation, donc DSS, Distributed Strain Sensing. Donc, sur une fibre qui va être installée, par exemple, dans du béton, vous allez mesurer en gros tous les mètres, sur plusieurs dizaines de kilomètres, la température tous les mètres et la déformation tous les mètres. Un petit détail sur la partie mesure de déformation. On peut aller encore plus loin si on utilise des méthodes, par exemple, qu'on appelle stimulées, où là, si on a accès aux 2 côtés de la fibre, on peut aller jusqu'à jusqu'à plus de 100 km. Voilà. Donc, juste par rapport à la métrologie, parce que ça reste un capteur, donc il faut quand même que ça soit qualifié. On voit ici un peu les paramètres dans la... Alors, par contre, je ne sais pas si vous voyez le tableau parce qu'il y a l'écran qui s'affiche. Mais en gros, sur la partie temporelle, donc, on est sur des mesures plutôt statiques, c'est-à-dire qu'il va falloir en gros quelques minutes pour faire la mesure. Mais bien, ce n'est pas très grave quand on voit qu'en quelques minutes, on va pouvoir mesurer jusqu'à 50 km de fibre. Et on a des résolutions spatiales, c'est-à-dire la discrétisation spatiale qui peut descendre en dessous du mètre largement. Donc, on voit ici qu'en température, on est très précis, 0,1 degré C. Et en déformation, selon qu'on est stimulé ou avec seulement un côté de la fibre, on est à peu près autour de quelques micro-def, donc tout à fait, je dirais, nécessaire pour mesurer des déformations de structure ou d'infrastructure. Voilà, donc comment on va utiliser ces technologies dans les fondations?
Donc, pareil, ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau, hein. Encore une fois, il y a plein d'études de cas. Le DTS, aujourd'hui, il est utilisé dans les fondations, surtout pour la mesure de température pendant le coulage du béton, pour vérifier justement la maturométrie, donc la montée en température du béton, et vérifier éventuellement s'il n'y a pas d'éventuelles cavités, des défauts de remplissage. Donc, on appelle ça le thermal profiling en anglais. Donc, c'est une méthode assez classique qui est utilisée d'ailleurs souvent des capteurs de température. Et en utilisant la fibre optique, on fait le même usage que des capteurs traditionnels. Donc, on va appeler ça le DTS, donc pour pouvoir mesurer la température. Pour la déformation, là, on va rester plutôt sur des sujets, on va dire, d'intégrité. Donc, par exemple, lorsqu'on va excaver une paroi moulée, on va pouvoir mesurer les inclinaisons, hein, donc la flexion de la paroi moulée. Éventuellement, on peut aussi mesurer les phénomènes de compression, par exemple lors d'un test d'épreuve sur pieux, donc un test de convenance. Et puis, bien sûr, tout ce qui est long terme, donc comment vont fonctionner ces parois moulées, ces pieux, lorsqu'ils vont avoir des aléas ou des mouvements, des séismes qui vont occasionner potentiellement des déformations. Alors, un premier exemple de validation qui a pu être faite au laboratoire, alors, il y a plusieurs publications qui ont été faites. Je ne suis pas du tout exhaustif dans mon analyse bibliographique, mais je pense qu'en France, l'IFTAR a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et vous retrouverez par exemple beaucoup de thèses qui ont travaillé sur la mesure de déformation ou la mesure de température par fibre optique. L'ANDRA, EDF, pour en citer quelques-uns, aussi ont beaucoup travaillé sur ces sujets. Donc là, par exemple, quelque chose qui est assez pratique, c'est la comparaison, par exemple, entre des mesures de déformation sur chaîne inclinométrique, donc le tube inclinométrique que l'on dispose souvent dans les parois moulées pour mesurer les mouvements des parois moulées à l'excavation. Donc, qui sont des tubes avec des rainures qu'on va mesurer ensuite avec une sonde manuelle ou automatique. On peut l'équiper, par exemple, de fibre optique, comme on voit ici sur cet échantillon. Et ensuite, lorsqu'on va excaver, donc lorsque le tube va fléchir, on va avoir une fibre qui va être tendue, l'autre qui va être comprimée, en gros, et on va pouvoir redéterminer donc, la forme et du coup les déplacements. Donc, on a pu montrer métrologiquement qu'on était très proche d'une mesure faite avec, par exemple, une sonde manuelle, un petit peu inférieure parce que comme les fibres sont proches l'une de l'autre sur ce tube, en fait, on a une métrologie qui est seulement de 0,1 mm par mètre. Donc, si on a quelque chose de très long, on risque d'être moins précis qu'une mesure manuelle. Mais on voit quand même que c'est souvent suffisant pour suivre en fait l'inclinaison d'une paroi moulée, par exemple. Donc, deux exemples en particulier. Et encore une fois, on n'est pas les seuls à en faire. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait qu'aujourd'hui, cette technologie, elle est sur étagère et elle peut se déployer en phase chantier. Première étude, c'est donc en Angleterre, justement, où on a équipé un pieu, je vais y arriver, avec des fibres optiques DTS et DSS. Donc là, on voit qu'on a déroulé les fibres qu'on a attachées avec des résans en fait, directement sur les armatures lorsqu'on descend la cage armature dans l'excavation. Dans certains cas, on peut aussi disposer la fibre sur la cage armature qui est déjà au sol. Et ensuite, on vient monter la cage et la descendre dans l'excavation. Donc, dans ce projet-là, on avait 30 mètres de profondeur. Et donc, on a mesuré donc à la fois la température et la déformation. Et on l'a comparé avec des capteurs à cordes vibrantes plus traditionnels qui mesurent également déformation et température. Donc, quelques résultats. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, en température, c'est qu'on peut justement donc, avoir une idée exhaustive, donc tous les mètres le long de la fibre. Donc, on peut avoir vraiment une idée exhaustive de l'échauffement du béton lors de la prise et son durcissement. Donc, vraiment qualifier en fait la montée en température et donc d'éventuels défauts de bétonnage. En déformation, donc là, c'est lors d'une épreuve de chargement en compression, on va pouvoir comparer, par exemple, les déformations mesurées par fibre optique avec les cordes vibrantes. Et surtout, on va qualifier en fait l'interaction entre le pieu et le sol et donc voir quels sont les efforts de frottement et également éventuellement l'effort en tête. Donc ça, c'est des choses qui sont aujourd'hui très classiques, qui sont même normalisées. Et la métrologie de la fibre optique est souvent très proche. Elle est un petit peu inférieure au capteur à cordes vibrantes, mais elle est souvent proche du capteur à cordes vibrantes.
La difficulté qu'on a avec ces technologies, c'est que comme on a une mesure exhaustive, c'est-à-dire qu'on mesure la déformation, là en l'occurrence quasiment tous les 25 cm, en fait, on va avoir naturellement en fait, une hétérogénéité de déformation qui peut être liée à plein de phénomènes, matériaux, interactions sol-structure, etc. Et du coup, on a une vision complète qui, des fois, ne plaît pas forcément aux modélisateurs parce qu'on va avoir effectivement une variabilité naturelle. Donc, quand on va comparer ça avec un modèle, il va falloir lisser ces courbes pour avoir en fait des phénomènes, on va dire, le long tous les mètres, par exemple, le long du pieu. Un autre exemple qui est plus proche de nous, sur le Grand Paris, où là, c'était sur une paroi moulée. Donc, il y a eu d'autres essais sur le Grand Paris qui ont été menés également par Liftar et d'autres entreprises. Donc là, c'est une barre de paroi moulée qui a été équipée de fibres optiques aussi sur l'armature. Donc là, l'idée, c'est qu'on écarte les fibres optiques pour avoir une mesure plus précise en déformation. Parce que les fibres optiques vont être intrado, extrado. Donc là, on va vraiment avoir une très, très bonne résolution en mesure de déplacement. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus profond, 50 mètres. En termes d'installation, c'est un peu plus difficile parce que là, on a affaire à des cages armatures de plusieurs tonnes. Donc, on a quelque chose qui doit être encore plus robuste, on va dire. Mais c'est quelque chose qui s'est fait. Et là, ce qui est très intéressant, c'est la caractérisation en température de toute cette paroi moulée, donc de voir si effectivement on n'a pas de défaut de remplissage, et en déformation, lors de l'excavation qui est en cours, de comparer ça avec des mesures inclinométriques plus traditionnelles. Je vais conclure et je préfère laisser la place aux questions parce qu'encore une fois, il y a plein de sujets possibles. Encore une fois, l'objectif de ma présentation, c'était vraiment de montrer que la fibre optique, c'est une technologie qui est finalement pas si compliquée que ça et qui est très adaptée aux fondations. C'est-à-dire que déjà, j'en ai pas parlé, mais le coût de la fibre est marginal. On va parler de même pas quelques euros du mètre. Bien sûr, l'interrogateur qui mesure la fibre est cher, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter l'interrogateur. Vous pouvez très bien faire des mesures ponctuelles dans le temps et en gros avoir votre fondation qui est équipée de fibre optique à coût marginal. C'est un capteur passif, j'en ai parlé, donc c'est-à-dire que ce capteur il va résister et vivre avec l'infrastructure. Donc, au bout de 15-20 ans, il sera toujours là et vous allez pouvoir éventuellement le réinterroger. Distribué, c'est-à-dire que vous avez une idée très, très exhaustive le long de la paroi moulée ou de la fondation profonde, et long terme, parce qu'encore une fois, aujourd'hui, on a un retour d'expérience sur les fibres optiques télécom de moins 25 ans. Vous pouvez faire soit du temps réel, donc là, avec l'interrogateur qui est sur chantier, soit des campagnes de mesure. Ce que je n'ai pas dit, c'est que les mesures de déformation, donc Brillouin, elles sont absolues dans le sens où vous avez une mesure fréquentielle. Donc, si vous faites un T0 à un moment, vous pouvez toujours comparer votre mesure ultérieure par rapport à ce T0. Même si vous êtes débranché, même s'il a passé plusieurs années entre votre T0 et ce que vous faites maintenant, vous allez toujours pouvoir comparer à ce T0 parce que vous avez une mesure fréquentielle qui ne dépend pas de savoir si la fibre vieillit ou quoi que ce soit. Ensuite, un point important, c'est l'installation, l'implantation dans ces parois moulées. Donc, ça reste quand même délicat. Donc, il faut effectivement que les entreprises qui installent ça l'aient déjà fait et, on va dire, l'aient déjà qualifié. Donc, un exemple, c'est l'utilisation, par exemple, de fibres un peu armées. On peut utiliser, par exemple, des sortes de gaines annelées qui vont protéger la fibre, notamment en sortie de béton, pour qu'on n'ait pas de problème de poinçonnement. On peut aussi mettre des boîtiers de jonction intégrés dans la paroi moulée et dans le pieu. Enfin, voilà, il y a des techniques qui existent. Encore faut-il connaître toutes ces techniques. Et un point important, c'est qu'il y a de plus en plus d'applications sur le terrain. Donc, le retour d'expérience augmente. Et aujourd'hui, c'est ça l'enjeu, en tout cas en génie civil, c'est d'avoir de plus en plus de retours d'expérience pour pouvoir, derrière, potentiellement, préconiser ce type de mesures. Voilà. Et un dernier point aussi, c'est que c'est vraiment dommage aujourd'hui de construire ces infrastructures sans prévoir d'installer ces fibres optiques, parce que même si quelque part, aujourd'hui, vous ne savez pas à quoi elles vont servir parce que vous maîtrisez la qualité de vos ouvrages, etc., dans le temps, 10, 15, 20 ans après, elles peuvent avoir un usage très, très intéressant lorsqu'il va y avoir peut-être un mouvement de terrain, une pathologie ou autre. Donc, aujourd'hui,
Je trouve que c'est vraiment le principe de la fondation intelligente, c'est d'avoir quelque chose qui est noyé dans la structure et qui peut avoir un bénéfice à moyen long terme. Voilà, merci pour votre attention et si vous avez des questions, ben, je serai ravi d'y répondre. Oui, merci beaucoup. C'était bien sûr très intéressant. Est-ce que c'est le même type de fibre que celle qu'on voit maintenant pour nos installations téléphoniques? Oui, oui, oui. Alors, donc vous avez 2 fibres dans vos installations téléphoniques. Vous avez les fibres monomode, qui sont principalement celles qui arrivent chez vous, hein, dans votre maison. Et vous avez des fibres multimode qui sont plutôt entre les data centers, qui permettent d'avoir beaucoup plus de débit. On va utiliser les deux, c'est-à-dire pour le DTS, ça va être le multimode, et pour la déformation, c'est plutôt du monomode. Mais ce sont les mêmes fibres qui sont utilisées dans les télécoms. Est-ce qu'elles sont très résistantes? Oui, oui, alors, bon, souvent, quand on est en présentiel, je veux venir avec des échantillons. Je défie quiconque d'essayer de casser une fibre optique nue. Avec ses doigts, il va surtout s'ouvrir les doigts, mais il n'arrivera pas à la casser en traction. Alors, par contre, si vous prenez votre ongle et vous poinçonnez la fibre, forcément, vous allez la casser. Donc, c'est pour ça qu'on va mettre des câbles à fibre optique. La fibre optique nue n'est pas adaptée au génie civil. Il faudra toujours qu'elle soit intégrée dans un câble, plus ou moins armé. Et c'est là aussi où il faut adapter le câble à l'usage. Sur les parois moulées là, de NGE, là, on avait un câble très armé parce qu'on avait des armatures HA40 qui étaient juste à côté. Voilà, il fallait que le câble soit quand même suffisamment costaud. Est-ce que c'est sensible à l'eau? Non, non, non. Du tout? Du tout. Voilà. Il faut espérer aussi, parce que comme il y a beaucoup de fibres qu'on voit maintenant en aérien, on suppose Voilà. qu'elles sont insensibles, totalement ouais, insensibles. c'est ce qui fait aussi le succès des fibres optiques en télécom, hein. C'est que finalement, pourquoi on met des fibres partout, en dehors de l'aspect réseau, qu'on a un débit supérieur, c'est qu'aussi ça vieillit beaucoup mieux que du câble cuivre. Vous avez une insensibilité à l'humidité, à l'environnement, qui fait qu'on a une technologie qui peut durer très longtemps. Alors, j'ai encore des questions. Est-ce que c'est applicable à d'autres types de fondations, comme des micropieux, par exemple? Alors, oui, si on arrive à faire résister cette fibre au fonçage. Alors, il y en a qui ont essayé, comme dirait l'autre. Oui, si on arrive à trouver une fibre suffisamment costaud qui va résister au fonçage, c'est comme le béton projeté, par exemple, dans les tunnels. En Ceventis, on a fait pas mal d'utilisation en tunnel. Sur les bétons projetés, pareil, on peut avoir des fibres qui résistent au béton projeté, mais voilà, il faut que ce soit des fibres très costauds. Quand on fait des forages, par exemple, des forages horizontaux, ça pourrait se concevoir aussi, ça d'accompagner. Ouais, tout à fait. Pour savoir si on dévie pas trop. Voilà. Tout à fait. Il faut savoir que l'origine de la mesure de température par fibre optique, elle vient des puits de pétrole. C'est dans les années 80, en fait, les puits de pétrole étaient déjà équipés de fibres télécom pour des raisons de monitoring, mais plutôt de capteurs ponctuels. Et en fait, ils ont utilisé cette fibre optique pour mesurer la température tout le long du puits de pétrole. Donc, à la base, c'était vraiment un usage, on va dire, forage. D'accord. Et puis, j'ai une dernière question, parce que je vois qu'il est 19 h, un peu plus. Est-ce qu'on peut mesurer aussi la convergence des voussoirs quand on fait un tunnel? Oui, alors donc ça, on n'en a pas Ça, parlé. on doit le faire facilement, je pense. Oui, ouais, dans le cadre du Grand Paris, par exemple, vous avez un lot sur lequel Ceventis va travailler où on va coller des fibres optiques sur les voussoirs, donc sur la ligne 16 et 17, par exemple, où on va avoir à la fois 3 fibres qui vont mesurer donc les tassements longitudinaux en écart de tassement, et aussi des fibres qui vont être donc orthoradiales, qui vont mesurer en fait indirectement des phénomènes de convergence ou de balisation. OK. Bien, écoutez, merci beaucoup, Monsieur Lamour. Merci à vous. Alors, merci aussi des autres intervenants à nouveau. Je pense que toutes ces présentations vont être disponibles. On va vous demander le feu vert à chaque intervenant, qu'on puisse disposer de ces présentations, et notre webinaire a été aussi enregistré. Donc, on va pouvoir mettre ça en ligne une fois qu'on a les autorisations de chacun d'entre vous. Voilà, merci à tout le monde. On vous souhaite une agréable soirée. Et puis, on vous attend à l'Assemblée générale pour ceux qui voudraient bien venir, donc à l'Assemblée générale de l'association. Et puis, on se retrouvera pour un prochain mardi de l'AFTES dès le mois de février. Voilà, très bonne soirée à tout le monde. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir. Au revoir et bonne soirée.